Bonsoir Baptiste. Bonsoir à vous. Vous avez eu donc une série d'expériences assez particulières dans votre vie. Vous êtes jeune encore, mais donc notamment une première à 7 ans. Donc on va parler de celle-ci dans un premier temps, si vous voulez bien nous dire un petit peu ce qui s'est passé. Oui, alors, j'étais dans la Creuse, c'était donc au tout début des années 80, puisque ça devait être en 85, quelque chose comme ça. J'avais 6-7 ans, j'ai plus l'âge exact. Et on était dans un village qui s'appelait Faux-la-Montagne, en plein hiver. Et comme plein de gamins sur les lits des grands-parents, je m'amuse à sauter sur un vieux lit avec des rebords en bois. Et puis arrive ce qui devait arriver, j'imagine, c'est que je fais un mauvais saut et que ma tête, la tempe, tape contre un des montants en bois. Et immédiatement, sans aucune transition, parce que moi je n'ai pas vu de tunnel et tout ça, je me suis retrouvé dans une boule de lumière, comme je vous le disais, j'ai un mal infini à décrire en termes de grandeur. Je dirais que ça faisait peut-être 5-6 mètres de diamètre. Je ressens beaucoup de présence extrêmement bienveillante. Et au-dessus de ces présences que je ne pourrais pas dénombrer, qui étaient extrêmement bienveillantes, que je sentais sourire, comme une mère sourirait à son enfant en le regardant jouer, au-dessus de ça, il y a quelque chose. J'ai pas de mots. Il y a quelque chose de plus grand qui regarde et qui m'envoie comme message. À nouveau, il n'y a pas de parole. C'est au-delà de la pensée. La lumière est magnifique. Elle est à mi-chemin entre du doré et quelque chose de plus doux. Et cette présence au-delà de toutes les autres me dit, profites-en parce que tu ne vas pas rester. Je ressens ça. Dans cette boule, je pense que ça dure quelques minutes, pas plus, parce que le trajet qui me sépare en plein hiver de Faux-la-Montagne, où on était à l'hôpital, dure quelques minutes, une vingtaine de minutes, où, selon les dires de ma maman, elle était catastrophée, j'avais les yeux révulsés, je semblais pas respirer et j'étais pas présent, donc ça dure pas très longtemps. Je peux pas dire, mais quelques minutes. Et je suis autorisé, dans cette boule, je suis autorisé à virevolter. Je ne peux pas le dire autrement. Donc, je virevolte et je reviens à moi. Alors, c'est ce qui est très particulier, c'est que je reviens à moi dans mon lit à Faux-la-Montagne, comme si instantanément, je redescendais par un fil de lumière à une vitesse incroyable. Et je vois le lit se passer de tout petit à très grand et m'accueillant en une fraction de seconde. Et c'est terminé. Merci Baptiste. Et est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ces présences? Est-ce que visuellement, il y a quelque chose ou c'est que du ressenti? Il y a des volutes, je ne sais pas si le mot est juste, il y a des volutes qui sont sur la surface intérieure de la boule, qui sont elles-mêmes dorées, à mi-chemin entre du cuivre, une couleur cuivre et une couleur or, qui ne sont vraiment que des volutes. Je ne peux pas vraiment parler de silhouettes. Ce ne sont pas des silhouettes, ce sont des volutes, mais qui me regardent avec amusement et bienveillance. Et elles sont, je ne sais pas comment on peut dire, le terme vibratoire est toujours galvaudé parce que comme ça a bouleversé plus tard ma vie, parce que ça n'a pas été un sujet quand j'étais enfant. Ce sont des vibrations pleines d'amour, mais ce qu'il y a au-dessus, ce que j'ai ressenti au-dessus, peut-être que c'était juste un ange et que eux étaient autre chose, mais si ce que j'ai ressenti, c'est juste un ange, je veux bien y aller, je veux bien y retourner. Ce qu'il y avait au-dessus était encore beaucoup plus puissant. Est-ce que pour vous, il y avait un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où vous étiez? Comment c'était?
Non, c'était une salle d'attente. C'était une salle d'attente. Je n'ai pas été autorisé à voir quoi que ce soit, alors que je sais que je ressentais qu'il y avait quelque chose au-delà. Quand je vous dis que les volutes étaient sur la circonférence de la sphère, qui dans ma représentation physique devait faire 5-6 mètres de large, je sais que derrière cette sphère, il y a quelque chose. Mais il ne m'est pas permis de savoir quoi. Ça ne m'est pas permis. Je suis vraiment dans une salle d'attente et pour résumer, avec un amour au-dessus de tout, au-dessus des présences qui sont là, qui est au-dessus de tout. Je peux difficilement vous en dire plus. Quand vous avez réintégré votre corps, en avez-vous, et que vous étiez guéri, entre guillemets, enfin remis, en avez-vous tout de suite parlé à votre maman ou pas du tout? Vous en êtes-vous souvenu tout de suite? Je m'en suis pas souvenu immédiatement. Ça a refait surface au fur et à mesure de mon enfance jusqu'à 16-17 ans. C'était un week-end de Pâques où tout est revenu extrêmement clairement. J'ai eu, comme je vous disais tout à l'heure, à plusieurs reprises pendant ma toute petite enfance, c'est-à-dire jusqu'à 8-9 ans, j'ai eu la sensation à un nombre certain de fois de, de pouvoir remonter ce fil qui m'avait fait descendre de là-haut à mon lit. Et, et je voulais y retourner, comme si ma conscience essayait de remonter ce fil, et en remontant le fil qui partait de mon lit et qui montait très, 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 très loin, j'arrivais au plafond. Je n'avais pas le droit de rentrer. Donc, je retentais, j'ai retenté, j'ai 3 souvenirs très précis de ça pendant la toute petite enfance. J'ai retenté au moins à 3 reprises, en étant tout petit, après l'accident jusqu'à 8 ans, donc c'est assez court en fait, de remonter ce fil quand je dormais. Et je n'avais jamais le droit, enfin les 3 fois où j'ai un souvenir précis d'avoir rêvé ça, mais c'est au-delà du rêve. Vous savez comme moi la différence entre le rêve et le non-rêve. Ça, c'est pas du rêve, c'est autre chose. Et 3 fois, j'ai essayé de remonter ce fil et je n'ai jamais été autorisé à y aller. Et je savais que je tapais sur un plafond. Par contre, en tapant sur ce plafond, il n'y avait plus ces présences. Il y avait juste, c'est la porte. C'est la porte. Et pour répondre plus précisément à votre question, j'ai été scout unitaire de France pendant ma jeunesse. Je suis d'une famille chrétienne assez peu pratiquante. Et ce week-end de Pâques, on est allé aider des frères dans une communauté à creuser un sillon dans un champ pour pouvoir remonter un mur. J'étais terriblement fatigué quand on est revenu de ce week-end de Pâques, puisqu'on avait beaucoup marché, beaucoup travaillé, fait du vélo, fait du canoë. Et j'ai fait une expérience hors du corps qui a duré 1 minute. J'étais dans mon lit et ça a été la première des expériences qu'on avait évoquées en se rencontrant, où je me suis retrouvé au-dessus de mon corps à 1 mètre seulement 1 mètre au-dessus de mon lit, dans le noir. J'ai eu très peur. Je me suis fait pipi dessus, pour tout vous dire. Et c'est en me retrouvant au-dessus de ce corps et au moment où je suis saisi de panique et que je me fais pipi dessus, que très précisément revient l'expérience de la boule quand j'étais petit. Avant, elle ne m'était pas... Elle était présente sans que je puisse la formaliser comme quelque chose d'important dans mes pensées. Ça a toujours été présent, ça je le sais. Et depuis, j'ai une confiance absolue pas toujours dans la vie, parce qu'on est fait de chair et d'os, donc souvent je grogne, mais j'ai une grande confiance dans l'après. Et donc, il y a eu ces expériences-là. Et quand vous dites que vous avez réessayé pendant votre sommeil, ça veut dire que vous vous en êtes souvenu comme si c'était des rêves. Mais bien sûr, ce n'en était pas, on est bien d'accord, ok. Non, c'est pas des Mais rêves. c'est ces circonstances-là, n'est-ce pas? Oui, Vous dormiez et vous en êtes.
Je dors pas complètement. Ah, Je suis à mi-chemin entre le sommeil profond et le sommeil léger, puisqu'à travers les persiennes de la maison où on habitait rue d'Entraigues, j'entends encore les oiseaux. J'entends encore les oiseaux. Et ce chant des oiseaux, les soirs d'été, quand il parvient à travers les persiennes, il m'évoque très profondément la, la sensation de vouloir remonter le fil. Et avec mon corps et ma conscience d'enfant à cette époque, le chant des oiseaux et la lumière à travers les persiennes où on est entre deux, entre le sommeil profond et le sommeil léger, il m'évoque toujours ça, toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui a gardé le lien entre cette expérience que j'avais pas complètement gardée dans la mémoire première et ces moments-là. donc très bien. Ensuite, il y a eu quand même 2 sorties de corps quand vous étiez enfant. Donc là, est-ce que vous pourriez en parler un petit peu avant de parler de votre grand-père? Oui, je vais essayer de pas pleurer pour mon grand-père. J'habitais dans un petit village en Touraine, sur les bords de la Vienne, qui s'appelait Noyer. Enfin, mes grands-parents habitaient là-bas. Il y avait la maison de mes grands-parents dans le village et 50 mètres plus loin, la maison de ma grande-tante que mon papa avait rachetée avec ma maman et l'a retapée. Et j'ai eu une enfance pleine d'amour. Je n'ai jamais manqué d'amour de la part de ma mère et de mes grands-parents, mais une enfance très difficile à partir du moment où mes parents sont séparés, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, de 10 ans, je dirais. Et donc, ce village et mes parents a toujours été un cap dans lequel on retournait le week-end, les vacances. Et je dormais à nouveau. Je devais avoir ce coup-ci 11, 12 ans. Je dormais dans la maison, pas de mes grands-parents, mais justement celle de mon papa et de ma maman. Et je suis sorti de mon corps, pareil, à peu près à la même heure, c'est-à-dire à la tombée du jour, vraiment la tombée du jour. J'entendais les hirondelles, parce qu'il y avait plein d'hirondelles là où on était qui nichaient. J'entendais les hirondelles, c'est la tombée du jour, je vais m'endormir et là, boum, je sors de mon corps. Ça n'est pas un rêve et je suis autorisé à planer avec mon regard au-dessus du village. Ce qui est très particulier, c'est que tout de suite, je me dis, le grand mur qui est à côté de la cour intérieure de la petite fermette, je peux jamais voir ce qu'il y a derrière. Alors tout de suite, je me dis, je veux aller voir ce qu'il y a derrière. Et instantanément, je passe de ma chambre à je suis au-dessus du grand mur et je peux voir ce qu'il y a derrière. Je vais vous épargner les détails parce que je me suis baladé au-dessus du village, mais ce qui a été extrêmement marquant pour moi, donc cette expérience est arrivée 2 fois, mais 2 fois au-dessus du village. Ce qui était extrêmement marquant, c'est qu'il n'y avait aucun être vivant. J'avais la possibilité de voir mon village qui était un décor. Et ce qui était vivant dans ce décor, c'était le végétal et le minéral. Je le ressentais extrêmement fort. Les arbres, les tilleuls étaient vivants. La craie, puisque là où j'habite, tout est fait en craie, tout est fait en calcaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'était vivant. Je ne peux pas dire que ça portait une âme, mais les pierres qui constituaient les murs étaient vivantes. L'herbe était vivante, le vent était vivant. Le tilleul, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Ma maison se trouvait à peu près ici, il y avait un grand mur et derrière il y avait une autre fermette avec le tilleul. Et ce magnifique tilleul, puisque c'est au début de l'été que ça m'est arrivé 2 fois, il est absolument vivant. Et je ressens profondément que ce que je suis en train de voir, c'est un décor. C'est un décor. Un décor qui est là pour accueillir la vie, mais moi, quand je le regarde, il n'y a pas de vie humaine. Il y a la vie végétale et minérale. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est mon décor, c'est le mien, il est vivant. Et ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, j'ai eu la possibilité de virevolter et instantanément, quand on décide d'aller au-dessus du mur de notre voisin ou d'aller sur le tilleul
ou de zoomer très très haut pour pouvoir voir tout Noyer, où je voyais l'intégralité du village, et ben c'est possible. Et ça, par contre, j'en ai parlé à ma maman, qui est très pratiquante. Et qui a étouffé ça d'un revers de la main en disant oui, bah, moi aussi, hein, j'ai déjà rêvé que je volais, on se prend tous pour des oiseaux. Voilà. Et avez-vous, Baptiste, avez-vous eu l'occasion de vérifier si ce que vous aviez vu Ah derrière oui, le mur était bien ce qui était? oui, oui, vous avez raison de le demander. Oui, ce qu'il y avait derrière le mur, et ça, je l'ai vu beaucoup plus tard à l'occasion du décès du voisin qui s'appelait Lucien. C'était exactement comme ce que je pensais. Et c'est enfin, c'est pas comme ce que je pensais, comme ce que j'avais vu. C'est une toute petite cour intérieure étriquée. Et j'ai souvenir que justement, en la voyant, je me dis, bah, tout ça pour ça, c'est quand même pas génial. Mais oui, oui, j'ai pu vérifier ça. Et quand vous parlez de décor, vous voulez dire quoi? C'était donc pas le village réellement que vous voyiez? Est-ce que vous diriez que c'est... Si, je vois le village très exactement comme il est pour de vrai. C'est-à-dire que c'est mon village. Chaque détail, s'il m'avait été donné de les vérifier au microscope, étaient les bons. Le sentiment que j'ai, c'est que cet endroit-là est le décor dans lequel moi, je devais évoluer ou m'incarner. Ma conviction, alors elle va peut-être paraître farfelue et enfin, c'est pas une conviction, c'est le sentiment que j'ai gardé de tout ça. C'est que peut-être sommes-nous effectivement des êtres d'abord profondément spirituels et que la matière est là pour nous aider à avancer vers quelque chose que je maîtrise pas et que j'ignore. Et je pense que il n'est pas impossible pour moi que cette terre, ce globe, soit juste le terrain de jeu pour voir ce dont on va être capable. Est-ce qu'on va être bon, est-ce qu'on va être mauvais? Je le vois comme ça. Ça entraîne plein de questions qui sont dérangeantes sur le plan philosophique pour moi, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, nous allons en venir en 2002 maintenant. Ah oui, mon grand-père, il s'appelait Jean. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais pas pleurer. Mon grand-père, il s'appelait Jean. C'était un homme de la terre qui était bon, qui faisait pas de bruit, qui travaillait sa terre justement. Et c'était un homme, c'était un gars de la terre, un gentil gars. Et comme je vous disais, ça a été mon pilier. Lui et ma mamie ont été mes piliers. Je vais respirer un peu, faut que je le fasse sans pleurer, c'est mieux. Lui et ma mamie ont été des piliers dans ma vie. Et quand il est mort en 2002, bah, j'avais 23 ans, 23, 24 ans. Ça a été ma première immense souffrance parce que c'était ma figure paternelle, celle qui était là quand mon papa n'était pas là, puisque mon papa n'était pas là souvent, jamais. Après, ça s'est arrangé. Et Pépère est mort. Je travaillais, j'étais au début de ma vie professionnelle. J'ai pas identifié que je faisais une dépression. Ma maman avait choisi, par amour, de me laisser vivre ma vie de jeune homme et elle n'intervenait pas dans ma vie. Elle savait que j'avais mon travail, ma maison, enfin mon appartement et tout allait bien, donc elle n'intervenait pas. Et donc personne n'a vu que je faisais une dépression, mais j'avais plus goût au travail, j'avais une chérie, je m'en suis séparé, j'avais des amis, je les voyais plus. À l'âge où on a envie de sortir, je voulais pas sortir. Et un soir, dans mon appartement qui était carré, et sur chacune des phases de mon appartement, ou presque, à l'exception d'un des murs de ma chambre, il y avait des ouvertures qui donnaient soit sur une cour intérieure de l'immeuble qui faisait 7 étages et qui était tout le temps éclairée, soit sur l'enseigne de la police nationale, puisque j'habitais devant la police nationale. Donc autant vous dire que toute la nuit, dans une ville comme la mienne, puisque j'étais à Tours, bah, ça rentrait, ça sortait, les ambulances, pas les ambulances, les voitures, plus les jeunes qui allaient dans les quartiers pour boire des coups. Bref, j'avais de la lumière de partout. Donc je ne me couchais jamais, jamais, jamais sans fermer mes volets et les fenêtres parce que je travaillais dans le spectacle, donc je me levais tôt. Et un matin, pas un matin, une nuit,
j'ai vu mon pépère Jean, qui était devant mon lit, jeune, plus jeune, il avait une 50aine d'années. Il était décédé depuis 1 mois, 2 mois, je ne sais plus exactement. Et il se tient devant mon lit. Et là, à nouveau, je suis éveillé. Je dors pas. Je dors pas. Je suis dans mon lit, j'essaye de m'endormir, mais je dors pas. Et je vois mon grand-père au bout de mon lit qui me dit: mon bonhomme, maintenant, tu vas arrêter parce que tu as plein de choses à faire dans la vie. Je ne sais plus s'il dit dans la vie, mais je sais qu'il me dit: mon bonhomme, tu vas arrêter parce que tu as plein de choses à faire maintenant. Donc, ça suffit. Et puis, c'est juste ça, juste ces mots. Et je sais qu'il m'aime, mais là, il n'est pas là pour être gentil avec moi. Et du bout des doigts, avant de disparaître, il me dit: et tu fermeras. Pardon, c'est vieux, mais à chaque fois, ça me le fait. Il me dit: et tu fermeras les fenêtres, tu me fermeras ces volets. Et saisi par tout ça, je me réveille en pleurant. Et mes volets et mes fenêtres étaient ouvertes. Et mes volets étaient ouverts, mes fenêtres étaient ouvertes. Alors ça, j'en ai parlé à ma mère parce que c'était un homme terriblement important pour ma maman aussi. C'était un homme dur, mais c'était un homme d'amour, qui a toujours aimé ses enfants. Il en a eu 3, ma mère et ses 2 fils. Et elle a du mal à y croire, mais moi, je sais qu'il était là. Et ça m'est arrivé une autre fois. Et donc, j'ai fermé mes volets, et j'allais mieux après, un peu mieux. Oui, et on va repréciser, hein, évidemment, vous aviez fermé vos volets et Oui, vos j'ai fenêtres fermé. avant de vous coucher, comme vous l'avez expliqué, mais je trouve qu'il est bien de le redire, hein, Oui, avant. j'avais fermé mes volets. Mmh. Je ne pouvais pas dormir sans les fermer. Merci beaucoup, Baptiste. Alors maintenant, on va passer au mariage ou à la veille du mariage. Je me suis marié il y a 3 ans et mon oncle Marco est venu me voir la nuit de mon mariage. Il est 3h45 du matin. Je dors seul à la maison parce que ma femme est sur les lieux du mariage. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, mais on s'est mariés très tard. Elle est sur les lieux du mariage avec sa belle robe et moi, je dors tout seul à la maison sans les enfants. Mon oncle est décédé il y a à peine 1 mois pour le coup. Et pareil, j'ai du mal à trouver le sommeil. J'ai refumé des cigarettes. Je me suis recouché. Et 3h45 du matin, Marco m'apparaît, mon oncle m'apparaît dans ma chambre avec exactement la même intensité que celle de mon grand-père. C'est-à-dire, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce n'est pas un rêve. On sent clairement la différence entre le rêve et ses manifestations quand il nous est donné de les vivre. Et Marco, à nouveau, là, pour le coup, il n'est pas là pour moi, comme mon grand-père qui était venu pour me dire: maintenant, tu te reprends parce que ta vie va être longue et belle. C'était le message qu'il voulait passer. Marco, je sens qu'il a un grand détachement vis-à-vis de moi, que je ne suis là que parce que je vais voir sa femme le lendemain à mon mariage. Et il a assez peu d'intérêt pour moi. D'ailleurs, ça me touche parce que je me dis: ah, je ressens pas beaucoup d'amour de sa part pour moi. Mais c'est comme ça. Pourtant, je sais qu'il m'aimait bien. Et il me dit, puisqu'il venait, pardon, je m'en mêle, mais il est décédé d'un cancer. Il a lutté 5 ans contre le cancer. Et quelques semaines avant de mourir, quelques jours avant de mourir, il dit à sa femme: je n'en peux plus, j'ai mal, je ne peux plus me battre. Et sa femme lui dit: mais écoute, ça n'est pas possible, on va trouver un autre traitement, il y a un autre hôpital à Paris, on va faire autre chose. Et il lui dit: non, Colette, je veux pas, j'en ai marre, j'ai mal. Et il dit à Colette: je veux partir. Et Colette lui dit: mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si tu t'en vas, si tu arrêtes de te battre? Il lui dit, ce qu'il ne croyait pas du tout en Dieu, il croyait en rien, enfin, si, il croyait en des choses, mais pas en Dieu. Il lui dit: écoute, si ton paradis existe, je t'attendrai devant les grilles. Voilà, j'en ai marre, je veux mourir. Et il est mort 3 ou 4 jours après cette discussion. Et donc Marco est dans ma chambre et il me dit: tu diras à Colette que quand j'ai fermé les yeux, waouh!
Et il n'a pas formé une phrase, il a juste dit, tu diras à Colette que quand j'ai fermé les yeux, waouh. Et il est beau, il est jeune, une petite cinquantaine d'années, il est décédé à 65 ans, une petite cinquantaine d'années, comme je le vois, avec une jolie casquette en cuir de Gavroche, une petite chemise à carreaux rouges, un petit pantalon de jean, sa blague à tabac sur le côté, et il s'éloigne. Et alors là, c'est bizarre parce que le moment où il s'éloigne, moi, je suis pris par les sanglots parce que c'est intense. Au moment où il s'éloigne, il commence à passer de l'état un peu physique. Il était dans ma chambre, hein, cet état de volute. Et avant de passer à l'état de volute, il se retourne et il me dit, tu diras à Colette que j'ai vu les grilles et qu'elles sont belles. Voilà ce qu'il a dit. Tu diras à Colette que j'ai vu les grilles et qu'elles sont belles. Je me suis levé, j'ai refumé une cigarette sur le balcon en pleurant, en lui disant « Ouais, ok Marco, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire ». J'ai immédiatement appelé ma femme, qui m'en a beaucoup voulu parce qu'il était 3h47 du matin et elle pensait que j'allais lui dire « Mon Dieu, que j'ai hâte qu'on se marie, je t'aime ». Et je l'ai appelé en pleurs pour lui dire « Ça a recommencé, j'ai vu Marco comme j'ai vu Pépère ». Donc elle qui est très cartésienne, ça, la veille du mariage, j'ai reparlé avec mon papa hier de tout ça et j'ai reparlé le lendemain de mon mariage avec Colette, sa femme. Et je lui dis, Colette, en arrivant à la mairie, j'avais pris la moto justement de mon oncle Marco, une petite moto que j'avais récupérée et qui avait été à sa femme et j'avais pas du tout prévu d'aller me marier en moto. Mais comme j'avais vu Marco cette nuit-là qui m'a dit passe ce message à Colette, j'ai dit bah je vais prendre ta moto et je vais aller à mon mariage en moto. Et je suis arrivé avec la moto que Colette avait bien connue. Et avant de monter les marches de la mairie, on allait à l'église, mais avant de monter les marches de la mairie, j'ai dit à Colette, il faut que je te parle aujourd'hui. J'ai vu Marco hier soir, et puis je l'ai laissé, on a parlé plus tard dans la journée. Et quand je lui ai dit, Marco m'a dit de te dire que quand il a fermé les yeux, waouh. Puis après, je lui ai dit qu'il avait dit, j'ai vu les grilles et elles sont belles. Et là, elle n'a pas pu parler. Et hier, j'ai rediscuté avec mon papa, qui a semé le doute en moi, mais en même temps, il y a assez peu de doute au fond de moi. Parce qu'il me dit peut-être que ce n'était pas les grilles du paradis, parce qu'avant que Marco meure, ils avaient choisi de changer les grilles de la maison qu'ils avaient achetée pour que Colette vive bien quand il ne serait pas là. Donc, ils avaient acheté une nouvelle maison pour qu'elle vieillisse bien. Et ils avaient eu 1000 problèmes pour installer des grilles dans la maison. Je préfère penser que c'est des grilles du paradis, mais quoi qu'il arrive, le message est là. Il lui a dit qu'il avait vu les grilles et qu'elles étaient belles. Merci beaucoup, Baptiste. Enfin, il y a quand même peut-être l'histoire de l'agneau. Ah oui, vous avez une bonne mémoire, j'ai oublié de vous le dire ça, enfin d'en parler. Oui, c'est vrai que mes copains m'ont fait la surprise de m'emmener à un enterrement de vie de garçon où on allait dans une cabane dans les arbres faire du sport, de l'acrobranche et tout et tout. Et j'étais à scooter et j'avais une très longue route à faire à scooter qui devait faire une bonne vingtaine de kilomètres à travers bois. Vous connaissez un peu les bois dans notre région. Et j'étais à scooter et j'étais dans la gratitude parce que je disais, purée, j'ai de la chance. J'ai des copains, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je m'efforce d'être dans la gratitude tous les jours. Et j'étais à scooter et je regardais au-dessus de moi le soleil qui tapait à travers les feuilles des arbres qui étaient très hauts. Et je dis au bon Dieu, je lui dis, mais je lui dis avec tendresse, c'est pas péremptoire. Je lui dis quand même, je sais que tu existes, mais prouve-le-moi. Et à la seconde où je dis je sais que tu existes, mais prouve-le-moi, un agneau s'était échappé et je vois une femme, la bergère, courir après l'agneau sur la route, donc je freine
et je vois l'agneau passer avec la dame qui me dit stop, stop, stop. Et je vois ce petit agneau passer sur la route et je dis ok, j'accepte, j'ai confiance, c'est bon. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce que vous diriez que votre vie, suite à toutes ces expériences, votre façon de voir la vie a été modifiée ou... Complètement. Complètement. J'aurais probablement été quelqu'un de très, très différent sans ce qui était gravé avec la boule de lumière dans laquelle j'ai attendu de revenir à moi. Je crois que ça laisse le goût de quelque chose. Je ne peux pas le dire autrement. Ça laisse le goût de quelque chose et j'ai eu une scolarité et une vie de jeune adulte un peu compliquée parce que peut-être que c'était déjà dans ma nature, mais je suis revenu avec une incapacité à comprendre le manque d'amour des gens, le manque d'entraide. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Comme tout le monde, j'ai fait du mal à mon prochain, mais j'ose dire que rares sont les fois où ça a été volontaire. Et je crois que je suis revenu avec imprimé dans l'inconscient que seul l'amour compte. Je l'ai entendu plusieurs fois sur votre chaîne ou sur d'autres, mais ce qui revient le plus, quand je fermerai les yeux, c'est comment as-tu aimé ? Ça m'a conduit à travailler pour des personnes âgées. Je ne vous raconterai pas les circonstances qui sont un peu particulières et que j'attribue encore une fois au destin, à une guidance, mais j'ai la conviction que quelque chose est avec nous en permanence. Qui qu'on soit bon ou moins bon, je crois qu'on est surveillé, protégé si on veut bien se donner la peine d'être ouvert, et je crois d'être dans la gratitude. Et j'ai eu beaucoup de mal dans mes relations avec les gens parce que j'ai attendu bêtement que les gens m'aiment et que les gens s'aiment. Voilà. Donc ça a été compliqué de revenir avec ça et de porter ça parce que je comprends pas que les hommes s'aiment pas. Ça m'a conduit dans les années 2010 à avoir une quête sur les horreurs que pouvaient se faire les hommes entre eux avec la guerre. J'essayais de comprendre. Donc j'ai lu, j'ai regardé des images que j'aurais pas dû voir et ça me dépasse. Je suis évidemment un pécheur, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mon église est dans mon cœur. Je suis assez éloigné de l'église parce que je crois que notre église, c'est notre prochain, c'est nos enfants, c'est ceux qu'on aime, c'est notre église, c'est comment vais-je aimer mon prochain. Donc oui, ça a bouleversé ma vie, pas toujours pour le meilleur parce que ça fait de nous des gens fragiles, mais ça fait de nous quand même des gens pleins d'espoir. Comme beaucoup d'entre nous qui avons fait ces expériences-là, j'ai peur d'avoir mal, mais être mort, c'est pas un sujet. Vraiment pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Baptiste, pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, parce que ce que vous faites, c'est majeur. Merci.